Récit populaire de Tolstoï. Un cordonnier vivait avec sa femme et ses enfants dans une chambre louée à un paysan, car il ne possédait ni maison ni terre et gagnait de quoi nourrir sa famille par son métier de cordonnier. Le pain était cher, le travail peu payé. Il mangeait tout ce qu'il gagnait. Il n'avait pour lui et sa femme qu'une seule pelisse, et encore, ça n'allait-elle en loques. Depuis 2 années déjà, le cordonnier cherchait à acheter quelques peaux de mouton pour s'en faire une pelisse neuve. Vers l'automne, il se trouva possesseur d'un peu d'argent. 3 roubles en papier étaient là, dans le coffre de sa femme. Des paysans du village leur devaient 5 roubles et 20 kopecks. Un matin, le cordonnier résolut d'aller au bourg acheter sa pelisse. Il revêtit la jaquette en naquin ouaté de sa femme, mit par-dessus un cafetan de drap, plaça les 3 roubles dans sa poche, prit son bâton et partit après le déjeuner. Je toucherai les 5 roubles des paysans. Avec cela et les 3 roubles que j'ai, j'aurai de quoi acheter des peaux de mouton pour m'en faire une pelisse, pensa-t-il. Arrivé au bourg, il se rendit chez le paysan. Il n'était pas là. La femme promit de lui envoyer porter l'argent dans la semaine, mais elle ne donna rien. Chez un autre, on lui jura qu'on n'avait rien pour payer. On lui donna seulement 20 kopecks pour un ressemelage. Le cordonnier pensa acheter les peaux à crédit, mais le marchand n'y voulut point consentir. Il lui dit « Apporte-moi l'argent, et alors tu choisiras les marchandises que tu voudras. Ah, car nous ne savons que trop combien il est difficile de nous faire payer. » Le cordonnier ne fit pas d'affaire, et à part les 20 kopecks du ressemelage, il ne reçut qu'une vieille paire de bottes qu'on lui donna à ressemeler. Tout triste, le cordonnier alla au cabaret, but ses 20 kopecks et se remit en route sans les peaux de mouton. Le matin, il avait eu froid tout le long du chemin, mais au retour, comme il avait bu, il avait chaud, bien qu'il fût sans pelisse. Il marcha allègrement, frappant de son bâton le sol gelé, tandis que de l'autre main il faisait tournoyer les bottes et se dit « J'ai chaud sans pelisse, j'ai bu un petit verre, l'eau-de-vie remplit mes veines. À quoi bon une pelisse? Je m'en vais, j'oublie ma misère, voilà l'homme que je suis. Qu'est-ce que ça me fait? Je puis bien vivre sans pelisse, je m'en passerai toute ma vie. Mais voilà, ma femme ne sera pas contente. Et à vrai dire, il y a de quoi. On travaille pour eux, ils vous font courir. Attends un peu, tu ne me donnes pas d'argent? Je lèverai mon bonnet. Je te jure que je le ferai. En voilà des manières de payer par 20 kopecks. Que peut-on faire avec 20 kopecks? Les boire au cabaret, voilà tout. Et toujours soliloquent. La misère, est la mienne donc. Tu as une maison, du bétail et tout, et moi je n'ai que moi. Tu manges le pain qui vient de ton champ, et moi j'achète le mien. Rien que pour le pain, il faut que je trouve 3 roubles par semaine. Je reviens chez moi, le pain est mangé, encore 1 rouble et demi à dépenser. Donne-moi donc ce que tu me dois. Le cordonnier arrive ainsi près de la chapelle, au tournant de la route. Il aperçoit, derrière la chapelle, quelque chose de blanc. Le jour tombé, le cordonnier distinguait mal. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y avait pas de pierre blanche ici. Est-ce une vache? Non, ça n'a pas l'air d'une vache. Du côté de la tête, on dirait un homme. Mais pourquoi est-il blanc? Et pourquoi se trouverait-il ici? Il s'approche, distingue mieux. Quel miracle! C'est bien un homme, vivant ou mort. Il est assis, tout nu, appuyé contre le mur de la chapelle. Il ne remue pas. Le cordonnier pris de peur pense. On a tué quelqu'un, on l'a dépouillé et jeté là. Si je m'approche seulement, je vais m'attirer une foule d'ennuis. Il passe, contourne la chapelle et perd de vue l'homme. Au bout de quelques instants, il se retourne et voit que l'homme s'est écarté du mur, qu'il remue,
et semble le regarder fixement. Plus effrayé que jamais, le cordonnier pense. Dois-je revenir sur mes pas ou me sauver? Si je vais auprès de lui, il peut m'arriver malheur. Peut-on savoir quel homme c'est? Sa présence ici me paraît suspecte. Il va me sauter à la gorge et je ne m'en tirerai peut-être pas. Ah, supposez qu'il ne m'étrangle pas. J'aurai maille à partir avec lui. Que faire d'un homme nu? Je ne peux pas cependant me déshabiller pour le vêtir, lui donner mon unique habit. Que Dieu me retire de là. Il avait dépassé la chapelle, mais sa conscience commençait à le tourmenter. Il s'arrête au milieu de la route. Que fais-tu, Simon, se dit-il, que fais-tu? Un homme se meurt sans secours et toi, tu prends peur et tu t'enfuis. Serais-tu donc un Richard? Craindrais-tu donc d'être dépouillé de tes trésors? Ah, Simon, ce n'est pas bien. Simon retourne et s'approche de l'homme. Simon s'approche, regarde et voit un homme jeune et robuste, dont le corps ne porte trace de violence ni de coups, mais transi de froid et visiblement effrayé. Assis contre le mur, il ne regardait pas Simon. Il avait l'air épuisé. Il ne pouvait lever les paupières. Simon s'avance davantage, se penche vers l'homme qui se ranime soudain, tourne la tête et ouvre les yeux et le regarde. Dès que Simon vit ce regard, il se prit à aimer l'homme. Il laissa tomber ses bottes, détacha sa ceinture qu'il jeta sur elle et enleva son cafetan. Pas de paroles inutiles, dit-il. Tiens, habille-toi, vite. Et Simon prit l'homme sous le bras, le souleva, le mit sur pied et vit son corps fin, délicat, propre, ses bras et ses jambes intacts, et son doux visage. Il lui mit son cafetan sur les épaules, mais l'homme ne pouvait pas passer les manches. Simon le lui passa, fermant le cafetan, lui attacha la ceinture. Il voulut ôter son bonnet déchiré pour en coiffer l'homme, mais il se sentit froid à la tête et pensa « Je suis entièrement chauve, tandis que lui a de longs cheveux bouclés. » Et il garda son bonnet. « Mieux vaut lui mettre les bottes, se dit-il. » Simon s'agenouilla devant l'homme, lui chaussa les bottes, puis lui dit « Eh bien, frère, voyons, secoue-toi un peu, réchauffe-toi. Nous n'avons plus rien à faire ici. Peux-tu marcher ?» L'homme restait debout, sans parler, tout en regardant Simon avec douceur. « Eh bien, pourquoi ne parles-tu pas? Nous ne pouvons pas passer l'hiver ici, il faut rentrer. Tiens, prends mon bâton, appuie-toi dessus, et si tu n'as pas de force, y en avant. » L'homme marcha, mais même très facilement, et ne resta pas en arrière. Ils vont côte à côte, et Simon lui demande « D'où es-tu » ? « Je ne suis pas d'ici. Je connais les gens du pays. Comment te trouvais-tu là, derrière la chapelle ? » « Je ne peux pas le dire. » « T'aurait-on fait du mal ? » ?»« Non, personne ne m'a fait mal. Dieu m'a puni. »« Oh, sans doute, tout dépend de Dieu, mais enfin, on va toujours quelque part. Où vas-tu ? » ?»« Cela m'est égal. » Simon s'étonne. Cet homme n'a pas la mine d'un mauvais plaisant, sa voix est douce, mais il ne dit rien de soi. Simon songe que tout cela est bien étrange, et il dit à l'homme « Eh bien, viens chez moi, tu te réchaufferas un peu dans ma maison. » Simon s'approche de sa cour, son compagnon marche à côté de lui. Le vent s'est levé, il transperce la chemise de Simon. L'ivresse commence à se dissiper, et il se sent transi. Il renifle, se serre dans sa jaquette et pense « Me voilà bien, en voilà une affaire. Je pars pour acheter une pelisse, je n'ai même plus un cafetan en rentrant, et je ramène encore un homme nu. Matriona ne m'en fera pas compliment. » En pensant à elle, Simon s'attriste, mais en regardant l'homme,
il se rappelle le regard qu'il lui a jeté derrière la chapelle, et son cœur tressaille de joie.